Alors Arnaud Dufeis, bonjour, je suis réalisateur et scénariste, je fais aussi un peu de production. Euh, on s'est rencontré avec Charlotte il y a quelques années sur Instagram. Elle m'a contacté pour écrire un film sur son travail d'infirmière en centre de santé sexuelle à Paris. Et donc on a commencé d'abord à élaborer un film sur ce sujet-là. Et puis en travaillant ensemble, en apprenant à se connaître et en discutant beaucoup ensemble, on a commencé à écrire le deuxième film qui est devenu le premier. Voilà, donc moi je suis Charlotte de Villers, je suis éducatrice d'abord, ensuite infirmière, aujourd'hui scénariste et réalisatrice, et maman et femme. Ça fait beaucoup, mais c'est tout ça qui me définit aussi, je trouve. Et en effet, on s'est rencontrés parce que j'avais vu son travail et je me suis dit, mais c'est vachement bien. J'aimerais savoir qui est ce garçon, qui est ce mec-là. Et je l'ai contacté sur Instagram pour pouvoir travailler autour, en effet, d'un scénario que j'avais en tête sur mon travail d'infirmière au sein de ce centre de santé sexuelle dans lequel je travaille encore actuellement. Et c'est au cours de notre travail avec Arnaud et des échanges qu'on avait sur ce centre de santé et de toute cette situation avec aussi toutes les médias qui arrivaient aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, aux enfants, aux garçons également, qu'on a fait ce choix de travailler sur ce projet de long métrage On vous croit qu'on va vous parler, dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà. En fait, moi j'avais déjà travaillé avant avec Myriam Akedju et donc j'en ai parlé assez vite avec Charlotte qui avait vu un ou deux films avec elle et on s'est mis d'accord là-dessus et puis on a écrit le scénario en pensant à elle. Ce qui était déjà une possibilité de visualiser quelqu'un. Moi, je la connaissais, puisque je l'avais déjà dirigé, j'arrivais à visualiser les expressions, même quand on écrivait déjà. Donc, j'ai pas été déçu en tournage. Moi non plus. Et en fait, pour nous, c'était hyper important d'approcher au plus près les sensations, les émotions de ce personnage principal. On voulait vraiment que son visage soit le terrain de l'événement. Et donc que la moindre chose qu'elle pense puisse se traduire sur son visage. C'était vraiment un élément central. Et on avait comme référence formelle d'ailleurs le procès de Jeanne d'Arc de Dreyer, en imaginant Myriam à la place. Oui, mais c'est exactement ça, parce que en effet, les audiences, pardon, comme celle-ci en cabinet d'entretien, c'est comme vous dites, tout est concentré, c'est une matinée d'audience. C'est juste ce moment-là où elle va pouvoir défendre ses enfants comme mère protectrice, et tout se passe de façon très serrée. Ils ont une seule chance. Il y a un premier acte qui est d'installer les personnages, donc de présenter qui sont les personnages, quelles sont leurs problématiques. Et ici, en l'occurrence, bah, c'est un dysfonctionnement entre eux. C'est que la famille a éclaté, a explosé. On assiste d'abord à ça. Et puis la suite, l'audience, qui est le deuxième acte, permet de comprendre, avec des révélations successives, ce qui s'est passé dans cette famille pour qu'il y ait ce climat initial. Ensuite, le troisième acte, il est résolutoire, donc c'est vraiment d'apporter une réponse dramatique euh, au-delà de la décision de justice. C'est de se demander qu'est-ce qui, tout au long de cette audience, a permis à cette famille de se ressouder un petit peu. Qu'est-ce qui, par la parole de la mère, a permis que cette femme reprenne une place de mère, justement. C'est vrai que ce moment, cette première scène où on rentre vraiment de façon fracassante dans la vie de cette famille, ce qu'il faut penser, c'est à toutes les années qu'elle a déjà vécues et tout ce par quoi ils ont tous vécu et traversé, ce qu'ils ont traversé tous ensemble et qui les ont tous très fortement abîmés. C'est-à-dire que même avant d'arriver à cette station de tramway, on peut penser qu'elle a mis peut-être 30 minutes à lui enfiler ses baskets parce qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'il a voulu venir? Quelle charge mentale et charge physique aussi et quel impact sur leur physique à tous. Ces histoires-là,
abîme en fait ces personnages-là. Et il les abîme très fortement parce que c'est des années. Là, on explique que ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas vu ses enfants et ça fait plus de 4 ans que les procédures ont commencé. Plus de 4 ans avant cette matinée d'audience qui va vraiment dire quelque chose qui possiblement peut changer complètement la vie de cette famille. Est-ce qu'elle va garder ou pas ses enfants? Et ça, c'est vraiment toute la problématique et tout ce par quoi traversent les mères protectrices. Bah, évidemment, en tout cas, c'est de montrer que la vie de ces gens existe bien au-delà de la parole qu'ils ont en justice. Et que ici encore, cette femme a la chance d'arriver à trouver les mots qu'il faut et être très convaincante par sa parole. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on est acculé, accablé par le système de justice lui-même ou par l'agresseur ou ceux qui le défendent autour, on n'arrive pas forcément à ça. C'est quand même une prouesse que cette femme fait dans le film. Donc c'est une héroïne, alors que dans la réalité, on a du mal à l'être. Donc ça renforce d'autant plus à quel point, effectivement, ce qui est à l'extérieur n'est pas visible et que tout ça est souterrain, oui. Oui, et puis pour en avoir discuté notamment avec des assistantes sociales ou des soignants et aussi des personnels de justice, c'est vrai que tous ces moments qu'ils ne voient pas, tous ces parcours-là, sont extrêmement importants et c'est en ça que le film il est aussi quelque part formateur pour, et on l'espère. Après, il fera sa vie, hein, évidemment. Nous, on a fait un film de fiction, mais là où il est formateur, c'est que bien souvent, donc ces femmes, lorsqu'elles ont les révélations de leurs enfants, alors comme le dit Alice, au début, j'ai pas voulu y croire. Déjà, il faut entendre cette parole, dire à son enfant, je te crois, je vais te protéger, ça va être long. Lorsqu'elle sait que ça va être long, et parfois elles ne le savent pas. Au départ, on pense que la police va tout de suite venir prendre l'agresseur, et ce n'est pas le cas. Il va falloir qu'elle démontre aux travailleurs sociaux, à la justice, à la brigade des mineurs, enfin à plusieurs dispositifs de protection de l'enfance, ce que l'enfant lui a révélé. Et bien souvent, c'est à la mère que l'enfant fait ses révélations. Et bien souvent, la mère, comme elle a tellement, tellement envie d'être entendue, qu'elle peut passer pour hystérique ou dysfonctionnelle ou mais madame, vous répétez toujours la même chose. Mais évidemment, évidemment qu'on va essayer enfin, que ces femmes-là vont essayer de se faire comprendre le plus possible. Et on se dit, mais elle est complètement folle. Et les agresseurs, en l'occurrence le père, utilisent ça pour aller contre elle. Et ce qu'on appelle l'aliénation parentale, où aujourd'hui c'est un concept qui n'est plus du tout autorisé de s'appuyer dessus en justice, mais alors c'est souvent ce qu'ils utilisent, c'est le conflit parental, mais ça revient au même. Ça revient au même. Alors que qui ne serait pas dans cet état lorsqu'on reçoit des révélations comme celle-ci, qui sont terrifiantes. Après, pour revenir à la juge, elle, je pense qu'elle voit très clair. En fait, des cas comme ça, elle en voit énormément. Il y en a à longueur de journée. Et à un moment donné, il lui suffit d'un simple élément, de très très peu de choses pour comprendre la dynamique. Et je le ressens bien moi-même, qui ne connaissais pas tellement ce sujet avant de m'y intéresser, d'écrire un film avec Charlotte et puis de le réaliser. À quel point, en fait, le regard qu'il y a au départ sur cette femme avec ses enfants, j'ai pu l'observer auprès de femmes, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Je n'ai pas d'enfant et je suis un homme. Mais à quel point, en approchant ce sujet, j'ai pu moi-même aussi déconstruire ce regard que je portais sur une mère qui peut être dysfonctionnelle avec des enfants, mais d'essayer de dépasser ce regard-là pour essayer de comprendre pourquoi elle l'est et ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais, et je pense que ce trajet-là dont parle Arnaud, il est très juste et je trouve que c'est vraiment chouette de l'exprimer là. Comment dire, j'espère que les gens vont faire ce trajet-là aussi. Je pense que le film, on l'a fait aussi pour ça, pour accompagner les personnes à déplacer, à se remobiliser sur autre chose, à voir ces femmes-là autrement, à voir que peut-être ce film, comme l'a dit Édouard Durand lors d'une présentation, il dit ce film remet les choses à leur place, remet les choses à l'endroit.
Et c'est vrai que bon, c'était très touchant qu'ils disent ça déjà de notre travail, parce que c'est quelque chose qui valide aussi notre travail. On a voulu être au plus juste. Mais je pense que ce trajet-là, le fait de dire ça, c'est aussi de se dire que qu'on soit une femme ou un homme, on est tous des adultes protecteurs. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Se déplacer comme ça et se dire, ben oui, lorsqu'un enfant me révèle des violences, que je le connaisse ou pas, je l'écoute. Je prends sa parole en considération. Et au-delà de sa parole, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ce dont on parle dans le film. On reçoit la parole, comment on l'entend, comment on l'écoute, et qu'est-ce qu'on en fait par la suite? C'est un film de parole, mais c'est surtout un film d'écoute. En fait, nous, on ne voulait pas, surtout pas créer de système binaire. C'est-à-dire, on ne voulait pas de bien, de mal, de personnages qui sont juste agresseurs et qui sont fondamentalement mauvais, ou de femmes qui sont héroïques uniquement. La mère, elle est imparfaite, et c'est important de représenter aussi les femmes et les mères comme ça, parce qu'en fait, c'est impossible d'être complètement parfait. Et dans les films, c'est trop souvent soit des femmes parfaites, soit des femmes complètement imparfaites. Et le père, de la même manière, en fait, quand bien même nous, on a décidé à un moment donné qu'il a commis ces actes-là et on a construit, on a pensé comme ça, il a été important pour nous aussi de se dire que lui-même porte une vérité qui lui est propre et que pour vivre avec ça, pour se défendre lui-même, il s'invente forcément une histoire dans sa tête. Il y a forcément une fondation qui est là, qui lui permet de prendre conscience qu'il n'est pas que ça, déjà, et que même s'il a commis ces faits horribles, lui a trouvé une raison à ça. Et donc, on voulait que tout ça soit très complexe, en fait, que chaque avocat aussi représente une manière de penser, une manière d'incarner la justice qui est différente les unes des autres, parce que dans la vie, il y a une pluralité de points de vue, il y a une pluralité d'avis, il y a une pluralité de comportements et de vérités. Et donc, la vérité, elle est multiple, et c'est chaque spectateur qui doit essayer d'aller chercher la sienne au milieu de tout ça. Oui, et puis au-delà de ça, ça c'est extrêmement juste, mais il y a quelque chose de c'est monsieur tout le monde. Enfin, je veux dire, l'idée de se dire ah c'est un monstre, c'est l'agresseur, ah il a une tête d'agresseur, ou ah il est ah ben je m'en doutais, regarde bien à quoi il ressemble, c'est pas vrai. C'est tout le monde. Quand on voit les chiffres, c'est 160 000 enfants victimes chaque année en France. C'est 3 enfants par classe. Ça signifie bien que les agresseurs, d'une part, ils ne sont pas dehors dans un parking en train d'agresser les enfants avec 3 bonbons. Non, ils sont dans les maisons. C'est des pères. Donc c'est vraiment, voilà, on ne voulait pas le caricaturer ou lui donner cette force-là de se dire, oui, tu es comme ça parce que tu vas faire un agresseur. Non, tu es un homme qui a fait ça et tu dois te donner ta vérité à toi. Et j'imagine bien que de la même façon que le traumatisme chez les enfants crée un dysfonctionnement et puis quelque chose qui disjoncte dans le cerveau, et on le sait, et c'est ça qui leur permet de vivre, sinon, je veux dire, ils seraient morts. Hein. On dit que ces enfants-là, à un moment donné, meurent, et parce que le cerveau a disjoncté, alors, ils peuvent surmonter ça quand ils y arrivent, parce qu'on parle des enfants qui vont bien, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là et qui se sont suicidés parce que c'est trop difficile à vivre. J'imagine que pour les pères, il faut aussi, comme le dit très justement Arnaud, qu'ils construisent quelque chose pour pouvoir supporter le moment. Parce que plein de fois, on s'est dit, mais est-ce qu'il sait qu'il est en train de faire ça? Est-ce que... Voilà. Après, moi, personnellement, je pense que c'est par contre que c'est pas le même mécanisme, parce que Non, le mais il y a truc un de la mécanisme. protection de l'esprit quand tu es victime de violence et qui est primordiale en fait pour arriver à se protéger, à vivre, enfin il y a une protection mentale, je pense qu'elle n'est pas la même pour un agresseur qui sait ce qu'il fait. Je pense Oui, tout que à fait. lui, il a une instrumentalisation de l'autre qui a un autre mécanisme, et je pense que la personne qui a commis ces faits et qui ment, sait qu'elle l'a fait et se donne une raison à ça. Il sait qu'il ment. Oui. Oui, Et mais quand on la voit- force du déni, elle est quand même très très importante. Donc c'est en ça que je pense qu'il y a un mécanisme quand même qui n'est pas le même, on est bien d'accord. À mon Mais- avis, le déni est plus de l'ordre de la culpabilité. C'est autour de la culpabilité qu'est le déni. Ouais. C'est pas autour des faits, quoi. En tout cas, il prend cet enfant-là comme un objet. Et ça, c'est pas possible.
En fait, non, on n'a jamais utilisé ce mot même. Après, je pense que les pervers narcissiques, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est observer l'autre et savoir consciemment ou inconsciemment comment le manipuler pour Bien arriver à sûr. ses fins, etc. Et en fait, forcément, ici, on a un objectif qui est très très clair, en fait, de surtout pas être coupable, être perçu comme coupable. Et du coup, à partir de là, nous, on réfléchit comment lui arrive à brouiller les pistes. Et en ayant un objectif très précis, effectivement, on écrit un personnage peut-être de pervers narcissique, mais sans même avoir mis ce mot-là dessus. Non. Il y a plusieurs raisons. La première étant qu'on voulait atteindre une forme de véracité très forte, qu'on avait imaginé l'histoire par rapport à des témoignages en français au départ, même si on a suivi des audiences en Belgique. Mais donc on voulait faire un film qui soit ancré en Belgique parce qu'il était financé à 100% en Belgique. Donc quand on a choisi notre casting avec des avocats, ça nous permettait de finaliser le scénario avec eux, de peaufiner les textes. Mais évidemment, ce n'est pas pour ça uniquement qu'on a choisi des avocats, c'est aussi parce que le manque de moyens faisait que ça allait être plus rapide de faire ça comme ça. C'est-à-dire que pour nous, diriger des acteurs, c'est les mettre à des endroits qui sont confortables pour eux et qui sont le plus proches possible de leur réalité. Et donc, si on choisissait des avocats, on leur demandait simplement de faire leur travail en fait, qu'ils connaissent et qu'ils font quotidiennement. Tout comme les avocats professionnels qui jouaient avec eux faisaient leur travail avec eux, qui était d'étudier un texte, de trouver des appuis de jeu qui leur sont propres, qui leur sont singuliers. Et en mettant les deux ensemble, ça permettait de créer un entrechoc qui générait toujours du renouveau, du réel. C'est-à-dire que les acteurs comme les avocats ne savaient pas ce qui allait se passer, se dérouler l'instant d'après. Et je pense que c'est ce qui donne ce très fort sentiment de réalité au film. Les avocats, par exemple, ils n'ont pas étudié du tout un texte. Ils ont lu le texte qu'on avait écrit très précis, La plaidoirie Ouais. mais ils ont préparé ce texte sous forme de plaidoirie, c'est-à-dire qu'ils s'en sont inspirés pour créer des notes et préparer une plaidoirie comme ils ont chacun l'habitude de le faire. D'ailleurs, probablement d'une manière différente chacun. Et donc, ça générait le fait que les acteurs ne savaient jamais ce qu'ils allaient dire, à quel moment, quelle réaction ils allaient avoir. Le texte sortait d'une manière différente et dans un ordre différent d'une fois à l'autre. Et du coup, ça a un effet boule de neige parce que les acteurs vont forcément réagir à chaque fois différemment, ce qui va rebondir aussi sur les avocats et les surprendre eux-mêmes. Donc on est en permanence dans du renouveau au niveau du jeu. Donc c'était une forme d'improvisation. Enfin, il y a eu. C'est trouver des figures d'improvisation autour d'un texte très très écrit. On avait aussi envie de travailler avec des acteurs, avec des avocats professionnels pour faire alliance avec eux. Ça n'a jamais été une critique de la justice, ce qu'on voulait faire. Par contre, on sait que LDX fonctionne, on sait qu'il y a des choses à faire, on sait qu'il y a de la formation, on sait qu'il va falloir du temps, qu'il y a encore évidemment des juges et des avocats qui sont très, très, très éloignés d'une réalité qu'on aimerait qu'elle soit mise en place aujourd'hui et qui s'appuie sur des concepts d'aliénation parentale ou des choses qu'on ne peut même plus utiliser aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, quand même, si on a envie de réfléchir autour de cette question-là, travailler et de faire alliance avec eux, c'était essentiel pour nous. Je veux dire, c'était voilà. Et après, comme le disait Arnaud, sur le temps de jeu, je me souviens simplement aussi que même dans leur préparation, avec les acteurs professionnels, ils ont préparé et ils se sont entretenus comme lorsqu'ils font une vraie plaidoirie et lorsqu'on rencontre son avocat, ah, bonjour maître, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu une relation comme ça qui s'est construite entre l'avocat et chaque personnage pour être vraiment au plus juste possible, quoi. Il y avait quelque chose et c'était très plaisant. Très, très plaisant. Il existe. En fait, il est même souvent Et quand on montre ce film aux victimes ou aux personnes qui travaillent dans la justice, on nous dit qu'on est bien en deçà de la réalité, de ce qui peut être entendu, y compris par des personnes qui sont censées défendre les enfants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat des enfants, c'est quelqu'un qui est commis d'office. C'est quelqu'un qui est censé être neutre au milieu des parents, donc il ne peut pas être choisi par l'un des deux parents. Et donc parfois, c'est la pochette surprise.
On a parfois des très bons avocats, parfois des personnes qui soit ont des idées qui sont un peu antérieures, enfin qui ne sont pas très progressistes, ou bien des personnes qui sont lasses, qui croient plus en la justice. Enfin, il y a de tout en fait. Et en même temps, je trouve que son discours, c'est le discours de beaucoup de personnes. Exactement. Donc, je veux dire, Remettre un peu dos à dos le père, la mère et... Voilà, enfin, je veux dire, de dire, oui, pour grandir, il faut un papa et une maman. Madame, votre vie, élever seule son enfant aujourd'hui, c'est pas possible. Monsieur, donc lui, je pense que en effet, il croit vraiment dans son travail, dans sa façon de travailler. Ça, j'en suis persuadée. Mais malgré tout, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on comprend bien pourquoi les enfants ne vont pas se confier à ce professionnel-là. Ouais. C'est ce moment-là. Nous, on voulait que les décors ils correspondent à ce vers quoi l'architecture va aujourd'hui pour représenter les bâtiments de justice, donc c'est-à-dire une justice qui est plus transparente, qui est plus lumineuse. En tout cas, c'est une volonté. Après, le code judiciaire ne change pas pour autant, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on voulait que cette luminosité, cette transparence, elle soit à la fois positive et qu'en même temps, il y a certains moments où elle devienne une menace, qu'elle permette aussi de sentir la menace qui rôde autour d'eux, le père qui est omniprésent, qu'on n'arrive pas à séparer des enfants alors qu'eux-mêmes l'ont demandé. Et il y a d'autres moments qui permettent de voir que tout le monde voit tout et du coup c'est plus rassurant. Il fallait vraiment que ça soit fluctuant. Et dans le bureau de la juge, il y a vraiment cette volonté aussi de montrer à quel point la parole elle a une importance et qu'elle peut être libératrice et qu'une juge peut être aussi progressiste. Et donc je pense que ça participe aussi, au-delà même du décor, à ce qui est un sentiment de bienveillance et d'écoute au sein de cette audience. Oui, oui, et puis c'est vrai que sur la question de la justice transparente, on s'est appuyé évidemment sur le tribunal de grande instance de Paris et puis aussi d'autres lieux, notamment en Belgique, qui sont des bâtiments maintenant comme ça très ouverts. Avec, alors, à la fois cette idée de justice transparente, elle est extrêmement... C'est une bonne intention, sauf que malheureusement, bien souvent, les victimes se retrouvent dans des salles d'attente ou des salles d'attente qu'on pourrait penser séparées, mais avec simplement une vitre qui sépare l'agresseur de l'agressé ou de l'enfant. Et l'enfant, ben, évidemment, il se sent peu ou pas en sécurité. C'est-à-dire qu'il va regarder tout de même son agresseur parce que bien souvent c'est le père et du coup il va dire à quoi il ressemble. Voilà, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe entre la volonté de garder, en effet, de plus être, comme on disait tout à l'heure, dans quelque chose de poussiéreux, des bâtiments en bois qu'on connaît tous, dans la façon de représenter la justice et dans l'imaginaire qu'on a tous sur les lieux de justice, et ces nouveaux lieux de justice où même certains avocats et juges se perdent tellement ils sont construits de façon un peu alambiquée. C'est ça aussi qu'on voulait montrer en choisissant ce type de lieu. Je veux dire, les agresseurs ne sont jamais condamnés. Je veux dire, c'est 0,00 de personnes condamnées. Et ça, c'est une réalité. On sait que c'est principalement des hommes, les agresseurs. À 97%, c'est des hommes. Que personne n'obtient justice par rapport à ces agressions-là. En France, on a donc 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste par an. En France, voilà, c'est 3 enfants par classe. Ça, c'est énorme. C'est un enfant toutes les 3 minutes. Et on sait aujourd'hui qu'un adulte de 18 ans va dire, enfin, un adulte sur 10 de plus de 18 ans a déjà subi des violences et des violences sexuelles et de l'inceste. Les chiffres, ils sont terrifiants. Terrifiants, mais ils sont là. On les connaît aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a un prix du déni qui est extrêmement important, c'est-à-dire on sait que le fait qu'il n'y ait pas de soins qui ne soient pas pris en charge parce que le déni de ces violences-là est tellement important que ça fait des sommes inconsidérables aussi pour des personnes qui ne sont pas soignées et pas prises en charge. Ça, c'est quelque chose
de très, très important. Et juste, je tenais à rappeler aussi que nous, on s'est appuyé beaucoup sur les travaux d'Édouard Durand à la Civise, et eux ont préconisé quand même 82 préconisations pour justement prendre en charge les enfants victimes de violences. Aujourd'hui, elles ne sont pas mises en place. 0 d'entre elles sont mises en place. Il y a juste, alors c'est plus des préconisations maintenant, mais ce sont des conseils. Autant vous dire qu'il n'y a rien du tout. Donc c'est à la fois des chiffres extrêmement importants. Mondialement, c'est la même chose. Je vais juste revenir sur le chiffre qui est le plus important pour nous par rapport au film, c'est qu'au-delà de ces 160 000 enfants qui sont victimes par an en France d'inceste, il y a seulement 2% d'entre eux, de ceux qui portent plainte, pardon, il y a seulement 2% des enfants qui portent plainte qui obtiennent un jour réparation. L'important, c'est aussi les mères protectrices. Les mères protectrices qui tentent de protéger leur enfant au tribunal de la jeunesse, bien souvent, on leur retire leur enfant. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que, et je pense que c'est intéressant de terminer là-dessus, c'est de se dire qu'une mère qui dénonce des violences, qui dénonce l'inceste de son enfant, risque de perdre la garde de son enfant et d'aller en prison. Une mère qui ne dénonce pas risque de perdre la garde de son enfant et d'aller en prison. La mère risque tout le temps. C'est elle qui est responsable, quoi qu'il arrive.